Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Je vais faire plaisir aux fans de crypto. On a quelque chose d'intéressant sur une crypto qu'on m'a demandé d'ailleurs d'analyser dans les commentaires la semaine dernière. Je vais vous en parler. Mais ne vous emballez pas, on n'y est pas encore à cette sortie d'hiver sur le marché des cryptos. Cependant, on commence à avoir sur certaines cryptos, notamment celles que je vais vous présenter, des signaux qui sont assez positifs. Donc on verra ce qui va se passer au cours des tout simplement des prochaines semaines. Je suis ce marché-là avec vous et quand on entrera dans l'été des cryptos et que les opportunités commenceront à s'afficher, à fuser, ne vous inquiétez pas, je vous les présenterai chaque samedi dans cette fameuse vidéo qu'il ne faut pas louper. Je vais aussi vous présenter deux opportunités sur le marché des actions européennes. Donc c'est des opportunités qui sont sorties cette semaine sur nos screeners. Elles sont vraiment très qualitatives. Vous allez voir ce qu'est justement un trade qualitatif par rapport à tout le reste de des actions cotées sur le marché. Et enfin, on va faire une analyse du sentiment de marché pour voir un petit peu où vont les bourses. Est-ce qu'on a un affaiblissement qui est toujours présent sur le marché des actions ou pas? Où est-ce qu'on en est? Bref, c'est parti. Allez, dans le trailer mindset de cette semaine, on va parler de sorciers, on va parler de moldus et de bien plus encore. Donc on va partir d'une petite anecdote qui est l'anecdote de ma vie. Et vous allez voir comment je suis sorti d'un vaste trou noir d'endormissement de plus de 20 ans. Donc aussi loin que mes souvenirs m'amènent, j'ai toujours été un pseudo-cancre à l'école. Je dormais littéralement au fin fond de ma prison scolaire. Vous savez, l'élève à côté du radiateur. Clairement c'était moi, j'ai redoublé ma troisième, j'ai redoublé mon bac S et encore aujourd'hui j'éprouve la sensation que l'on m'a volé les 20 premières années de ma vie. C'est pour vous donner un petit peu le ressentiment que j'ai vis-à-vis du système scolaire en France. Il est assez négatif, assez fort. Donc le deal de l'école, il est assez complexe quand on analyse un petit peu ce que nous réclame l'école en tant qu'enfant. Ça implique de sacrifier sa liberté de parler. On n'a pas le droit de parler en cours, on n'a pas le droit de penser, de dire ce que l'on veut vraiment, on n'a pas le droit de circuler librement, on a vraiment les fesses clouées au banc scolaire, on n'a pas le droit de créer les choses qui nous intéressent, on est obligé de suivre un système. Pour moi, c'est une sorte d'énorme lobotomisateur géant pour les enfants du peuple humain. Mais voilà, quand j'ai débarqué à la fac, quand j'ai fait ma grande entrée à l'université, donc en fac d'économie, il y a quelque chose qui a changé de manière très forte. Et tout simplement, ce que j'ai pu analyser, c'est que le deal de l'université, il était différent, il était beaucoup plus simple et beaucoup plus honnête. Il était simple dans le sens où la seule chose qu'on nous réclamait, c'était d'obtenir la moyenne chaque année. Donc il n'y avait plus d'obligation d'être présent au cours d'amphithéâtre et bien sûr il fallait quand même être présent un petit peu au cours de TD, mais c'était pas grand chose. Et du coup, cette nouvelle problématique, ce nouveau système, cette nouvelle organisation, j'ai pu remarquer qu'elle avait engendré trois types d'étudiants. Tout d'abord, le premier type, qui est vraiment la majorité des étudiants, c'est tous ceux qui lâchent. Ils lâchent en première, en deuxième année, même en troisième année, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'une structure autoritaire pour fonctionner, ce que l'université ne peut leur apporter. Ce sont des élèves qui ont toujours été habitués à être structurés de par ce qu'ils ont vécu dans l'école auparavant. Et là, à l'université, ils sont complètement lâchés à leur liberté de penser, de créer, d'agir, de circuler. Ils ont du mal à se structurer. Le deuxième type d'étudiants, c'est ceux qui cravachent, ceux qui travaillent énormément. Ce sont ceux qu'on voit tout le temps présents à tous les cours d'amphithéâtre. Ils agissent selon les termes de l'école, ce qu'ils ont toujours pratiqué dans le primaire, au collège ou au lycée. À savoir, plus on absorbe d'informations, plus on a une mémoire de cheval et plus on a de probabilité de réussir son année. Donc ça, ce sont vraiment les gros travailleurs. Et enfin, une toute petite et infime minorité sont ceux qui récupèrent tous les partiels corrigés des années précédentes. Donc ce n'est pas de la triche, ils ne vont pas avoir les partiels de l'année en cours, mais ils vont récupérer tous les partiels des années précédentes et leur corriger.
Et l'objectif étant de comprendre ce que chaque professeur attend de ses élèves pendant un examen. Donc là, on est vraiment dans de la psychologie humaine, hein. Donc il s'agit d'une approche qui est très stratégique et de type Pareto. La plupart des professeurs, ils ne réclament pas qu'on leur ressorte par écrit l'intégralité de leur cours pendant un examen. Loin de là, bien au contraire, les professeurs de fac sont des humains et comme chaque humain, ils ont leurs petites habitudes, ils ont leurs petites préférences, ils sont aussi un peu paresseux sur certains points, donc ils aiment corriger rapidement leur copie. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont plusieurs centaines, voire des milliers pour certains, ce qui les pousse du coup à proposer un style d'exercice dont la nature du résultat est très précise. Ils vont pas s'autoriser des élans de création artistique pour les élèves. Non, non, ils vont vraiment avoir une structure qui est très, très, très précise. Et chaque professeur a lui-même sa propre logique. Donc, ces deux points-là rendent prévisible le type de réponse à apporter lorsque l'on a accès au corrigé et donc au partiel des précédentes années. Donc la grande question, c'est comment un cancre peut-il devenir une machine à réussir à la fac alors que, entre guillemets, c'est un cancre dans le sens où il n'a pas de mémoire de cheval, il a pas du tout le goût particulier des études et si on le pousse vraiment à cravacher, il aura jamais la moyenne à ses partiels. Donc ce cancre, hein, en l'occurrence qui a obtenu une licence de finance, c'est moi. À ce jeu, la moitié du temps, le but c'est de dédier vraiment la moitié de son temps à obtenir les anciens partiels et leur corriger. Et ce genre d'objectif ne peut être atteint qu'avec d'autres camarades. C'est vraiment un acte de camaraderie, d'organisation et il faut trouver les autres camarades qui sont dans le même état d'esprit que soi, qui ont compris cette logique comportementale et qui vont avoir les mêmes objectifs. Donc ce genre d'objectif, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas l'atteindre seul. Pourquoi ? Parce que pour obtenir ce fameux sésame, ces fameux partiels et ces fameux corrigés, il faut toujours faire appel à la cousine du grand frère, du cousin germain, d'un camarade qui lui était qui a eu le même prof que nous 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans avant nous et qui a encore dans un vieux placard poussiéreux tous les partiels et les corrigés. Donc c'est vraiment c'est du réseautage en final, hein. C'est une première forme de réseautage et donc on s'organise pour mettre la main sur tous ces partiels et tous ces corrigés. Et du coup, l'autre moitié du temps, elle va tout simplement être consacrée à étudier ce qui compte vraiment pour obtenir non pas un 20 sur 20, mais juste la moyenne à l'examen. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'être super, super bon, hein. Le but, c'est juste d'être assez bon pour obtenir la moyenne. Donc pour moi, cette approche, elle est vraiment très stratégique et elle peut choquer, hein, puisque du coup, on remet un petit peu en question le système. Est-ce qu'on est vraiment là pour étudier ? Est-ce que c'est vraiment là, les cours sont vraiment passionnants ? La réponse, on va pas se la cacher, hein, pour tous ceux qui ont fait des études supérieures, il est rare de se retrouver passionné pour chacun des modules, chacun des cours que l'on a. On peut se prendre de passion pour un cours ou un deuxième, un prof qui est plus communicant qu'un autre, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et 90% des matières qui nous sont imposées ne sont pas passionnantes et on doit agir de manière stratégique vis-à-vis d'elles. Donc, cette approche ultra stratégique de la fac, qui peut peut-être vous choquer, eh bien, elle va révéler votre plein potentiel à vous adapter à la réalité authentique de ce monde. Tous les autres élèves, je parle de tous ceux qui sont travailleurs, je ne parle pas de ceux qui ont lâché en cours de route. Tous ceux qui sont ultra travailleurs, ils mettent toujours ça sur le compte du génie. Quand ils voient un élève qui n'a jamais été là, ils vont dire « Ok, ce mec-là est super intelligent, ou il a eu de la chance, ou tout simplement il a eu un pistonnage, il a payé un prof, ou que sais-je. » Mais en tout cas, jamais ils vont comprendre la réalité qui existe derrière ces résultats qui sont vraiment impertinents. Donc, c'est compréhensible que ces élèves travailleurs ne comprennent pas. Ils vont vous voir 10 fois au cours d'un trimestre et vous allez obtenir des meilleurs résultats qu'eux. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas conscients de l'autre monde qui se déroule pourtant sur leurs yeux. Et ça, c'est une métaphore, c'est une fractale qui est duplicable dans toutes les thématiques de la vie. Et
c'est en ça que cette petite expérience de la fac, je voulais vraiment vous la retranscrire pour vous faire comprendre que il y a ceux qui travaillent énormément, ceux qui lâchent l'affaire et ceux qui sont ultra stratégiques. Ils libèrent du temps, ceux-là, et ils ont du temps pour leur passion, pour vraiment s'épanouir dans un domaine que eux ont choisi. Mais ils ne vont pas se laisser choisir par le système. Donc pour cela, il y a une belle métaphore aussi dans le monde de Harry Potter. Il s'agit des moldus et des sorciers. Donc cette petite métaphore, cette petite anecdote, cette petite histoire, elle m'a été retournée lors d'un mastermind. J'ai fait la rencontre de Gaston, que je salue si tu regardes cette vidéo, qui est un entrepreneur surfeur au grand cœur. Donc il m'a marqué avec cette magnifique métaphore issue du monde de Harry Potter qui est, voilà, je vous cite à peu près texto ce qu'il m'a dit. Cédric, d'un côté on a des moldus, c'est-à-dire des gens normaux qui sont salariés, métro, boulot, dodo. Et de l'autre côté, il y a les sorciers. Ce sont des personnes qui créent beaucoup de choses et font beaucoup d'argent. Ils sont libres et voyagent. Lorsqu'un moldu croise un sorcier dans un bar, eh bien le moldu, il n'a aucune conscience de la véritable nature de la personne qu'il croise en face. Il ne sait même pas que les sorciers existent, il ne sait pas que c'est un sorcier. Pour lui, c'est un moldu comme un autre, il n'y a que des moldus dans ce monde-là. Par contre, les sorciers, eux, ils se baladent incognito parmi les moldus, mais eux, ils savent rapidement reconnaître un autre sorcier avec quelques questions, quelques conversations, et bien sûr, ils savent reconnaître tout le reste des moldus. Donc, ces sorciers, ils sont en tout petit nombre et ils vivent dans une réalité qui est très différente de celle des moldus. Eh bien là, c'est un petit peu le parallèle que je voulais vous faire avec la fac. On a les moldus, les gros travailleurs, et on a les sorciers, ceux qui sortent de nulle part, qui se faufilent là parmi les moldus de temps en temps et qui arrivent à obtenir des résultats là où les moldus ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Ils débarquent complètement et ils mettent simplement ça sur le compte de la génétique, du génie, de la chance, du pistonnage, de tout un tas d'excuses qui ne sont pas la réalité authentique de ce monde. Donc, on va passer maintenant à ce qu'on pourrait appeler les sorciers de la bourse. Pour devenir un sorcier de la bourse, il ne faut pas compter sur le travail à outrance, le faillotage ou le respect strict des règles. Et ça s'applique d'ailleurs à toutes les thématiques, encore une fois, de la vie, c'est une fractale. Tout cela ne rend ni heureux ni libre financièrement. Le fait de travailler comme un fou, de failloter ou d'être vraiment trop dans les sentiers battus, trop dans le système, ça ne rend ni libre ni heureux, c'est un leurre. De même qu'en bourse, le fait de connaître toutes les sociétés qui sont cotées, tout leur bilan, toute l'actualité économique, ou carrément être scotché à des écrans qui diffusent de l'actualité financière et voilà, des graphiques qui bougent toute la journée, ça ne va pas vous rendre pour autant plus efficace. C'est pas ça qui va vous permettre de passer de moldu à sorcier. Au contraire, ça ne fera que renforcer votre situation de moldu de la bourse. Donc pour faire la différence et devenir un sorcier, il faut voir ce qu'un moldu ne voit pas. Et pour cela, je vous propose d'accéder à cette vision via une petite série de 4 vidéos qui vous expliquera comment mettre en place notamment un portefeuille rentier. Donc là, ça va être une approche très particulière de la bourse qui va notamment vous permettre de profiter de ce tout nouveau paradis fiscal en France et d'ailleurs en Europe qui est en train de se développer et qui vous permet, à la manière des sorciers qui perçoivent le monde et qui pratiquent, qui exploitent certaines règles du monde, de ne pas payer d'impôts. Alors, et c'est totalement légal en étant résident fiscal français, belge, suisse, même canadien, ce que vous voulez, européen. Vous n'allez pas payer d'impôts via cette façon et vous allez obtenir des résultats qui sont pratiquement 2 fois supérieurs à ceux d'un investissement classique en bourse en divisant par 2. Bien entendu, la volatilité, c'est-à-dire ne pas subir de crack boursier. Donc, quand les bourses baisse de moins 30, moins 40, moins 50, moins 80%, vous allez rarement avoir un portefeuille qui va baisser au-delà de moins 12, moins 13%. Donc pas d'impôts, pas de crack boursier et quasiment 2 fois plus de rentabilité que les indices boursiers. Donc voilà, il y a la manière de faire des moldus en bourse, il y a la manière de faire des sorciers en bourse. Si vous voulez voir comment les sorciers font, cliquez sur le lien qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Vous allez être redirigé vers 4 vidéos qui vont vous expliquer tout ça en détail. Allez, on est parti pour une petite analyse du marché des crypto-monnaies. Donc, regardez
Qu'est-ce qui se passe? Rien de nouveau. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et c'est la 6e semaine d'affilée pendant laquelle le Bitcoin évolue dans un espèce de range de, je sais pas, ça doit être de l'ordre de 5-6%, vous voyez, de variation. C'est extrêmement faible. C'est en train de consolider, on est en train de trouver un consensus de marché entre les deux bornes de ce triangle de continuation de tendance baissière. Et bien entendu, si on casse par le haut, on a la résistance ici, et si on franchit cette résistance, on sortira de cet interminable hiver du marché des cryptos. Alors pourquoi est-ce que je mets en avant le Bitcoin? Et bien tout simplement parce que c'est entre guillemets la boussole, c'est le roi des cryptos, c'est la boussole que tout le monde prend en compte pour savoir si on est dans un marché haussier, baissier ou en range, un petit peu comme l'or et la boussole des matières premières et des métaux précieux. On va pas faire nos analyses sur l'argent qui est 2 ou 3 fois plus volatile que l'or, mais on va faire son analyse sur l'or pour avoir la direction du marché des matières premières sur les métaux précieux, le palladium, etc. Et même de manière générale sur les matières premières. Et bien sur la classe d'actifs crypto, c'est comme ça qu'on fonctionne. Si vous êtes en marché baissier sur le Bitcoin, il y a très peu de chances pour que toutes les autres cryptos se mettent à monter. Alors que si on se retrouve avec des signaux de début de marché haussier ou si l'on est tout simplement en marché haussier sur le Bitcoin, il y a de fortes chances pour que tout le reste du marché des cryptos soit lui aussi aligné sur cette tendance de fond. Donc le Bitcoin, c'est vraiment le CAC 40, le S&P du marché des cryptos. C'est celui-ci, si vous ne devez en choisir qu'un, c'est celui-ci que vous devez surveiller semaine après semaine. Et le jour où on entre dans un marché haussier, là vous allez pouvoir étendre vos analyses sur d'autres cryptos pour trouver des opportunités tout simplement. Et vous inquiétez pas, le moment viendra où on pourra faire cela dans la vidéo hebdomadaire. Pour le moment, ça ne sert à rien. Donc je vais aller très rapidement sur l'IOS qui est toujours lui aussi dans cette petite consolidation là. On a cassé par le haut le petit triangle de continuation de continuation de tendance baissière. Donc là, on consolide et la prochaine target, eh bien, elle est ici. On la voit là en rouge. Donc rien n'a bougé depuis 1, 2, 3, 4 semaines sur l'IOS. Et l'Ether, c'est le même genre de configuration que sur le Bitcoin. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 et puis bon, même celle-ci, 6 semaines sans qu'il ne se passe rien. En général, ce genre de situation, c'est annonciateur d'un prochain mouvement assez violent, donc un mouvement qui peut décaler de facilement, si c'est à la baisse, moins 30 à moins 50%, et si c'est à la hausse, vu qu'on a une résistance ici, eh bien le mouvement a une amplitude de plus 50% à la hausse. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on prend plus 50% sur une crypto que l'on se retrouve en marché haussier. Tout simplement, les cryptos sont des actifs qui sont extrêmement volatiles, contrairement aux obligations étatiques, aux obligations d'entreprise. Ou ensuite, on va aller voir les actions qui sont considérées être une classe d'actifs à risque de par leur volatilité, sont par rapport au marché des cryptos des enfants de cœur en termes de volatilité. Vous le voyez, là, simplement une correction haussière, c'est plus 50%. Donc, c'est quand même pour cela que n'utilisez pas de levier sur le marché des cryptos, ça ne sert à rien. Et utilisez simplement des parcelles, vraiment des petites parcelles de votre capital pour initier des positions ou cumuler des trades. Ensuite, on m'a demandé le Litecoin qui lui, alors il est où? Il est dans une situation un petit peu plus sympathique puisque vous allez le voir, lui il a cassé hop, donc si je dois faire, il a le double creux, boum, qui a été cassé donc ici. On a une première petite consolidation qui a été cassée ici et donc tout cela nous met en avant tout simplement une structure de retournement de tendance sur le Litecoin. Donc ça signifie que lui est, c'est un signal, un prémisse de reprise, de fin d'hiver. Mais encore une fois, le Bitcoin étant le roi, il va falloir attendre que l'on ait ce signal-là, ce fameux signal ici là. Alors je vais vous le mettre en vert. Il va falloir qu'on observe ça sur le Bitcoin
et du coup, eh bien, sur l'Ether, sur l'EOS et sur eh bien, toutes les autres cryptos. Donc, avoir un signal de retournement de tendance de sortie d'hiver sur une seule crypto qui n'est pas la majeure, ce n'est pas significatif, ce n'est pas suffisant. Donc là, de toute façon, c'est simplement un signal de retournement de tendance, mais on n'a pas de possibilité de prendre position, hein. Si ça doit arriver, ça se fera donc par la suite. On verra ça en daily si on a une belle petite consolidation et qu'on a une cassure haussière. Et encore une fois, ça, ce sera uniquement tradable si sur le Bitcoin, on a retourné la tendance. Sinon, il y a de fortes chances tout simplement pour que ce soit un feu de paille. Donc ça parte et puis boum, ça reparte à la baisse. Donc on attend, on reste patient sur le marché des cryptos, hein. On attend patiemment que le roi Bitcoin se retourne. Allez, pour l'analyse du sentiment de marché, on va commencer sur le marché européen par le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Donc vous le voyez toujours dans cet énorme range en bleu. On arrive sur le haut du range, donc ça commence à s'essouffler, hein. Vous le voyez là, cette semaine on a une séance de baisse, petite consolidation en moins 2,37%. Donc là il y a de fortes chances pour que on soit dans une zone où ça va commencer à être de plus en plus difficile à avancer, ça va commencer à s'affaiblir. Et je vous rappelle que dans un range, hein, les probabilités sont que pour qu'on arrive en haut du range, on a un affaiblissement qui nous renvoie vers le bas du range, et quand on arrive dans la zone basse du range, on a un retournement de tendance en bas de range vers le haut du range. Et donc ça, ce genre de partie de ping-pong est entretenu tant que la balle ne sort pas d'un côté ou d'un autre. C'est-à-dire du côté haussier en bull market ou du côté baissier, donc sur le bas du range, si on franchit le bas du range en bear market, en marché baissier avec des cracks boursiers potentiels si on franchit cette zone. Donc pour le moment, hein, tout simplement, on est entre deux zones, hein, avec pas mal de volatilité. C'est un range de 20% d'amplitude. Donc voilà, on arrive en situation de d'essoufflement sur le gros indice CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Sur le CAC petite et moyenne capitalisation, lui aussi, hein, vous le voyez, on est dans la zone bleue, dans la zone de range. Donc là, depuis 4 semaines, on est dans une petite consolidation. La dynamique haussière reste entière, hein. Pour qu'elle soit invalidée, il faudrait tout simplement que l'on casse cette zone de support. Et là, on reviendrait chercher des plus bas. Pour le moment, on n'y est pas. On est toujours dans une dynamique de hausse, hein, avec des consolidations. Si je vous les trace, on en a une ici, une deuxième ici. Et si ça casse par le haut, on en aura probablement une troisième, puis une quatrième en direction du haut du range. Donc pour le moment, hein, la dynamique reste haussière sur le CAC petite et moyenne capitalisation. Mais comme on l'a vu juste au préalable, on arrive, hein, sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis sur une zone qui risque d'être compliquée à passer à court terme, donc probablement un affaiblissement de la tendance. Sur le DAX maintenant, notre indice allemand qui lui ne veut pas entrer en range, vous voyez l'échec qu'on a eu cette semaine là. On n'a pas voulu passer là cette fameuse zone de résistance, donc lui est toujours en situation de bear market et ça veut dire qu'on a une correction haussière au sein d'une tendance baissière. Donc là, d'ailleurs, si on regarde d'un petit peu plus près ce qui se passe, là cette semaine, c'est pas joli puisque le pivot, a été cassé. Donc reste à confirmer cela, hein. Il faut que ça continue à évoluer en dessous au cours des prochaines semaines pour que on ait tout simplement cette invalidation, enfin ce retournement de cette dynamique, voilà, cette vague corrective haussière au sein d'une tendance baissière. Et bien pour qu'elle soit validée, pour que cette cassure soit validée, il faut qu'au cours des prochaines semaines on évolue en dessous de ces niveaux. Donc le DAX, hein, l'indice allemand qui est toujours le plus négatif, le plus pessimiste, c'est lui qui nous permet de rester vraiment en alerte baissière sur l'Europe. Maintenant, on va aller faire un petit tour. Donc, sur l'Europe, hein, clairement, on est toujours en situation de range et en range moins. Pourquoi? Parce que CAC 40, vous voyez, on est en haut de la résistance. Donc, essoufflement probable. Le DAX, on n'est même pas en range, hein, on est en correction haussière au sein d'un marché baissier avec un échec sur la résistance. Donc, c'est pas joli sur les marchés européens. Et sur le marché américain,
on arrive dans une zone haute du range, hein. On a encore un petit potentiel de hausse sur le range qui est de l'ordre de 5%. Là, cette semaine, on a eu un échec sur le passement de cette zone de résistance. Donc là, plus probablement, à court terme, on risque de ranger entre ces deux bornes. Donc c'est un tout petit range, une toute petite consolidation de l'ordre de 5%. Et voilà, donc là, on est dans une petite consolidation sur la partie haute, sur la partie supérieure du gros range en bleu. Donc là, on va attendre l'issue, soit une cassure par le bas et auquel cas on visera le bas du range, soit une cassure par le haut, auquel cas on visera le sommet du range avec un faible potentiel, hein. Vous voyez que si on reprend par le haut, on a un potentiel de hausse de 5-6%. Si on casse par le bas, on a un potentiel de baisse de l'ordre de 15%. Donc ça, c'est pour le Nasdaq, et le SP500 est dans le même genre de situation. Vous le voyez, potentiel de hausse sur le SP500 si on venait à casser cette petite consolidation qui est de l'ordre de 4,40, et si on casse par le bas qui est de l'ordre de moins 13%. Donc, pour résumer, allez, on va enlever les pourcentages là des graphes, si ça veut bien. Bon, j'enlèverai ça plus tard. Pour résumer, ça commence à s'affaiblir, hein, la tendance haussière, hein, qui a été initiée avec notamment beaucoup d'opportunités qui ressortaient sur nos screeners, sur nos screeners sur le marché américain, et quelques opportunités très rares sur le marché européen. Donc ça a commencé à vraiment s'activer sur le marché américain à partir de la deuxième semaine de janvier. Et bien là, on en a de moins en moins, on n'a plus de qualité, il y a rien de très intéressant depuis quelques semaines qui ressort sur nos screeners US. La semaine dernière, la semaine dernière ici, on a eu un retour de force, on a eu une purge ici, semaine du 4 mars. Un petit retour de force sur les screeners, et puis là à nouveau rien du tout. Donc là on sent que on a un affaiblissement, hein, sur nos screeners qui se confirme sur les graphiques de la part des acheteurs. Donc à surveiller au cours des prochaines semaines. Restez très sélectif sur le choix de vos swing trades, que ce soit en daily ou en hebdo. On arrive sur une zone d'affaiblissement, et on le ressent, hein, tant sur les indices boursiers que sur nos screeners. Donc cette semaine, on a eu deux petites opportunités qui ont retenu notre attention, qui sont cotées sur le marché européen. La première est COLR, donc c'est une opportunité daily, ce n'est pas de l'hebdomadaire, on est sur une unité de temps en journalier. Si je vous passe ça en hebdo, vous allez voir que de toute façon, on n'a pas de pattern mûr, hein. Là, on est dans une dynamique, dans une pure dynamique haussière. Donc on a cette large base ici, vous voyez, et on a une première consolidation à proximité du pivot. Du pivot de la large base ici. Une deuxième consolidation ici dans la tendance. Donc là, ici, on avait, c'est là où la première consolidation, c'est là où le potentiel de hausse reste le plus important. La deuxième consolidation, on a encore un potentiel de hausse intéressant, et plus on monte dans les consolidations, et plus le potentiel de l'accident positif de richesse est bien sûr amoindri. Donc en journalier, ça c'était quand même vraiment très propre. C'est ce qu'on appelle une taille de base, une longue taille de base. Elle était bien propre, bien serrée. Le pivot est affiché sur les plus hauts historiques. On a des fluctuations qui sur la fin sont vraiment amoindries, et ça c'est vraiment un effet très très positif quand on a ça juste avant un breakout. Les volumes sont arrivés sur le breakout, ou en tout cas ont été entretenus pendant la phase de breakout. Donc voilà, ça c'est une pattern de type cas d'école, notamment en journalier. On a une bonne tendance haussière, on a une action qui se comporte très bien, dans le sens où à chaque fois qu'elle nous a dessiné des patterns, on a eu un beau mouvement de hausse par la suite. Donc tout simplement, voilà, prise de position, soit sur la rupture du pivot, soit sur la confirmation du breakout. Trade très rapidement neutralisé, avec un potentiel d'accident positif de richesse à court terme sur du swing daily, sur de l'hebdo, comme vous l'avez vu, hein, sur les indices boursiers. On arrive sur des zones qui sont assez tendues, donc on a une visibilité à 1, 2, 3 mois qui est plus à l'affaiblissement, puisqu'on arrive sur le haut du range, que voilà, c'est plus négatif que positif. Donc dans ce genre de contexte de marché, quand on est en bas de range, ok pour des swing trades en hebdo. Quand on est en haut de range, il va falloir vraiment se limiter à des
pures actions magnifiques, ce qui est très rare quand on arrive en haut de range, ou quelques actions magnifiques en swing daily, puisque la vitesse d'implémentation du cycle, de la tendance haussière est beaucoup plus rapide. Plus on descend sur les unités de temps et plus la vitesse d'implémentation du cycle est rapide, puisqu'on a des horizons de temps de spéculation qui sont basses. Donc en daily ou même en intraday, voilà, plus on trouve des patterns sur les unités de temps basses et moins on reste longtemps investi, ce qui est tout à fait logique. Deuxième action, celle-ci a beaucoup moins de liquidité, donc beaucoup plus complexe à trader, notamment si vous êtes correctement capitalisé. Donc c'est une action de type requête de marché. Vous le voyez, une large base, on s'extrait de la large base avec une reco d'analyste, des forts volumes sur cette extraction. On a une petite pattern là qui est très serrée, une tight base. Ici, on a le breakout de cette pattern avec des volumes. La seule problématique de cette requête de marché, c'est tout simplement qu'il n'y a quasiment pas de liquidité. Mis à part pendant les zones d'accumulation ici, on a quelques zones d'accumulation. Le reste du temps, il y a très peu de transactions. Donc ça va poser une problématique pour entrer et sortir de position. Sauf si vous avez un tout petit compte boursier où là, vous n'allez pas impacter vous-même le destin sur la journée de l'action. Si vous êtes correctement capitalisé, c'est beaucoup plus complexe de gérer ce genre de trade. Et de même que les manipulations de marché. Donc si vous mettez un ordre stop et qu'il n'y a pas grand monde pendant la journée, les institutionnels peuvent venir chercher votre ordre très rapidement comme ça avant que les prix ne s'envolent par la suite. Donc vous vous retrouvez en dehors du marché avec une perte alors qu'on est dans une configuration qui a un potentiel de hausse assez intéressant. Donc voilà, ce genre de configuration super, mais il nous faut quand même de la liquidité. Là, c'est compliqué. Donc cette action a un bon potentiel de hausse sur les jours, voire les semaines à venir, mais on a une contrainte de liquidité qui nous empêche d'intervenir aisément dessus si on est correctement capitalisé. Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible d'investir en bourse en éliminant la fiscalité, en supprimant les arnaques des banquiers et des gérants de portefeuille, et surtout en évitant les périodes de krach boursier? À votre avis, est-ce possible pour vous d'apprendre à faire tout cela en l'espace d'1h30? Eh bien, c'est le défi que j'ai décidé de relever pour vous en tournant une série de 4 vidéos gratuites et pédagogiques et dont le but est de vous rendre autonome avec la bourse. Vous allez pouvoir faire travailler dur votre épargne en bourse avec une stratégie qui a délivré 15% par an en moyenne sur les 45 dernières années. Si vous pensez que c'est une promesse sans fondement, je vous mets au défi de vous inscrire pour voir ces 4 vidéos gratuites et découvrir ce qui se cache derrière le capot du moteur. Devenir rentier ne se fait pas du jour au lendemain et encore moins grâce à un livret A. Il faut plusieurs années, une stratégie boursière en béton et de la rigueur. Si vous êtes en phase avec ces valeurs, inscrivez-vous à ce cours gratuit dédié au portefeuille rentier.